1er janvier 2007 à Surabaya en Indonésie. Pour le Nouvel An, des fêtes sont organisées à travers tout le pays. L'aéroport de la ville est en effervescence. Et pas seulement à cause des vacances. Les compagnies à bas coût sont en plein essor dans le pays. Et beaucoup de gens profitent des tarifs qu'elles proposent. Pour l'Indonésien moyen, l'explosion des compagnies à bas coût signifiait qu'il était bien plus envisageable de se déplacer en avion. Parmi ces nouvelles venues, Adam Air. Bonjour, départ, Adam 574. Adam 574, contrôle sol, à vous. Adam Air était populaire parce qu'elle rafraîchissait l'image du secteur, avec des couleurs vives, des avions peints en orange tape à l'œil, des équipages vêtus d'uniformes voyants. Tout marchait bien pour eux. Le commandant de bord Refri Widodo, qui pilote depuis 6 mois chez Adam Air, assure ce jour-là un vol intérieur de courte durée. Yoga Susanto, son copilote, travaille pour la compagnie depuis presque 1 an et demi. Avant l'explosion du marché des transporteurs à bas coût, beaucoup de ses passagers n'auraient pas pu s'offrir un tel voyage. De plus en plus de gens pouvaient se payer le billet. Et ils ne s'intéressaient pas trop aux services proposés. Ils voulaient surtout aller d'un point A à un point B au tarif le plus intéressant possible. Il y a 96 passagers et 6 membres d'équipage à bord. Les contrôleurs de l'aéroport jonglent entre de nombreux avions. Autorisé au décollage. 80 nœuds, compris. V1. Rotation. Ce vol de routine doit durer 2 heures. Il va de Surabaya sur l'île de Java à Manado sur l'île des Célèbes, à un peu moins de 1700 km au nord-est. C'est le début de la saison des pluies et le temps est imprévisible. Mais les météorologues s'attendent à des orages violents. Le commandant Widodo se doute qu'il va devoir affronter de mauvaises conditions climatiques. Tournez à droite, direct Fendo et montez au niveau 330. Tournons à droite, direct Fendo et montons au 330, Adam 574. Quelques minutes après le décollage, l'équipage branche le pilote automatique. Le calculateur de vol va faire suivre à l'avion un itinéraire préétabli pour rallier Manado. Passons au niveau de vol 220. Montons au 330. Reçu. Route directe Diola. Confirmé, route directe Diola 574. Depuis le sol, les contrôleurs aériens suivent l'avion sur leur écran radar et lui confirment qu'il est sur la bonne route. Quelques turbulences commencent à se faire sentir. Après moins d'une demi-heure de vol, les aiguilleurs du ciel remarquent quelque chose d'inhabituel. Où va Adam Air? Mon Dieu, vers le nord.
le vol 574 a dévié de sa route et se dirige vers un violent orage. Et les aiguilleurs du ciel ne savent pas pourquoi. Oui. À bord, les pilotes essaient de comprendre comment ils ont dévié de leur route. IRS, 28 de différence. Et ils essaient de résoudre le problème du système informatique qui gère la navigation. Votre attention s'il vous plaît, ici votre commandant de bord. Nous traversons une zone de turbulence. Veuillez retourner vous asseoir. Les contrôleurs essaient de remettre le vol sur la bonne route en lui donnant la direction de son point de cheminement suivant, appelé Diola. Adam 574, maintenez 350 direct Diola. Vous confirmez 350 direct Diola, Adam 574? Mais pour rallier ce point de cheminement, l'avion doit traverser l'orage. Des vents soufflant à près de 140 km/h se déchaînent contre la carlingue. Et l'avion est bombardé par la grêle et la pluie. Des éléments qui perturbent la visibilité. Mais les pilotes ne s'inquiètent pas seulement de la météo. Ils essaient toujours de comprendre le problème du système de navigation. Quel bazar! S'égarer au-dessus de l'océan est inquiétant. Parce que quand on perd ses instruments de navigation, ou la confiance qu'on a en eux, que peut-on faire? L'officier pilote de ligne, l'OPL, consulte le manuel de l'avion. On commence à voler n'importe comment. Le commandant ignore où il est, et il a besoin qu'on lui indique la direction à suivre. Confirme notre position. Confirmez notre position. Reçu Adam 574, 125 000 nautiques de Mike Kilo Sierra. Vous traversez le radial 307 de Mike Kilo Sierra. Mike Kilo Sierra, c'est pas bon. Et l'orage ne fait qu'empirer. C'est fou. On va se perdre si ça continue. Le commandant veut contrôler la navigation à la place du calculateur de vol. Mets l'IRS sur attitude. Soudain, une alarme se déclenche. Le pilote automatique s'est complètement coupé. Ensuite, plusieurs instruments informatiques de l'OPL s'éteignent. Et l'équipage ne remarque pas que l'avion est en train de s'incliner. Le 737 penche dangereusement d'un côté. Entre ça. Inclinaison, inclinaison, inclinaison. Si l'inclinaison s'accentue encore, l'avion et les 200 personnes qui se trouvent à bord risquent de faire un plongeon mortel. Remets-le sur navigation. Remets-le sur navigation. Sur navigation. Le commandant de bord veut rebrancher le système de navigation du calculateur de vol. L'avion continue de s'incliner et il commence à piquer. Une autre alarme indique au pilote un taux de descente excessif. Ne vire pas, c'est notre cap. Redresse. Redresse. Adam 574, Ujun Control. Adam 574. Adam 574, contact radar perdu. Appelez Ujun Control sur le 128 décimal 1. De manière inexplicable, le vol 574 a disparu. La nouvelle se répand rapidement.
le gouvernement indonésien mobilise des équipes de recherche pour le retrouver. Le général en chef de l'armée de l'air, Edi Suyanto, coordonne leurs efforts. Le 1er janvier 2007, j'ai reçu une notification verbale de la part de l'adjoint du responsable des opérations aériennes de l'armée de l'air, m'indiquant qu'un avion d'Adam Air n'avait pas atterri à Manado. Le KNKT, l'équivalent indonésien du bureau d'enquête et d'analyse, est lui aussi alerté. Il est chargé de découvrir les raisons des accidents d'avion. France Winas est chargé de l'enquête concernant le vol 574. Les premières étapes lors d'un accident d'avion ou d'un incident grave consistent à réunir toutes les ressources disponibles et à mettre sur pied une équipe avant de se rendre sur les lieux. Avec le contrôle aérien, les équipes de recherche essaient de localiser le dernier emplacement connu de l'avion. J'ai reçu un rapport indiquant que le vol Adam Air avait disparu du radar au-dessus du détroit de Makassar. L'avion a été observé au radar pour la dernière fois pendant qu'il survolait la mer, à mi-chemin environ du trajet prévu initialement. Bon. Donc, juste autour d'ici. Mais l'avion a pu parcourir plusieurs centaines de kilomètres après avoir disparu des écrans. Il est impossible de déterminer où il se trouve. La disparition de l'avion a provoqué un choc, parce qu'à notre époque, personne ne s'attend à ce qu'une telle chose se produise. Ignorant l'emplacement exact de l'appareil, les secours définissent une zone de recherche. Sachant quelle quantité de carburant il y avait à bord, les enquêteurs calculent la distance que le 737 a pu parcourir à partir du moment où il a disparu. Si le dernier contact radar a eu lieu ici, l'avion n'a pas pu voler plus loin que ça. Plus de 3000 personnes recherchent le Boeing disparu. Mais au bout de 12 heures, elles sont toujours bredouilles. Puis, les familles et les amis des passagers reprennent espoir en apprenant que des survivants ont été retrouvés. Un rapport est arrivé signalant que l'épave de l'avion avait été retrouvée dans une région montagneuse près de Polewali. Il y avait une centaine de victimes et une douzaine de survivants. Les secours arrivent rapidement sur l'île des Célèbes dans l'espoir de ramener les survivants auprès de leurs familles. Mais les enquêteurs espèrent aussi découvrir ce qui s'est passé. Quand on a appris que des gens auraient survécu à l'accident, les familles des passagers qui étaient dans un profond désarroi se sont dit qu'il y avait peut-être une chance qu'une épouse, un cousin, un mari ou un frère ait survécu. Mais en arrivant sur les lieux, les autorités découvrent que ces survivants n'étaient pas à bord de l'avion. C'étaient les survivants d'un ferry, pas d'un avion. Victime d'une tempête, ce bateau a sombré non loin de l'endroit où le 737 est censé être tombé. Les secours se retrouvent donc à la case départ. Les gens avaient repris espoir. Ils s'étaient rués à Makassar. Ils avaient trouvé un moyen de se rendre auprès de l'épave pour découvrir qu'elle n'était pas là. Pour les familles, la déception est terrible. Nous avons eu honte parce que la nouvelle s'était répandue avant même qu'on l'ait vérifiée. Le gouvernement était particulièrement gêné de voir qu'on l'avait fait circuler. Une semaine s'écoule. À chaque jour qui passe, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent.
On ne savait pas encore clairement où, comment et pourquoi l'avion était tombé. Franz Winas doit localiser l'épave le plus rapidement possible. Il a besoin des 2 boîtes noires qui enregistrent l'environnement acoustique du poste de pilotage et les paramètres du vol. Ces boîtes sont équipées de balises, mais leur batterie n'a qu'une autonomie d'1 mois. 9 jours après la disparition du 737, un pêcheur découvre ce qu'il croit être un morceau d'avion à 300 mètres au large des Célèbes. La pièce est expédiée jusqu'à une base de l'armée de l'air indonésienne pour analyse. Franz Winas conclut qu'elle faisait effectivement partie de la gouverne de profondeur d'un avion et l'examine pour savoir si elle se trouvait sur le 737 d'Adam Air. On a vérifié les numéros de série, les numéros de pièces. Ils correspondent. Donc on était sûr que c'était notre avion. C'est la confirmation que le vol s'est abîmé en mer. L'équipe peut donc réduire son champ de recherche à la zone où la gouverne a été découverte. L'avion accidenté étant de marque américaine, le NTSB, l'équivalent américain du Bureau d'enquête et d'analyse, participe à l'enquête. Il envoie en Indonésie un spécialiste de la structure des avions, Clint Cruikshanks. On a commencé à travailler avec le KNKT sur les données radars, les transmissions du contrôle aérien, les données météorologiques, et on a réuni tout ça pour essayer de localiser l'avion. La zone à explorer étant profonde d'environ 2000 mètres, elle est inaccessible pour des plongeurs. C'était une profondeur bien supérieure à celle à laquelle on retrouve généralement des avions. Le gouvernement indonésien veut que la compagnie aérienne finance le renflouage. Les enquêteurs rencontrent donc les représentants d'Adam Air. Ça va coûter cher. Il faut un entrepreneur capable d'aller à une telle profondeur. Adam Air pensait n'avoir qu'une responsabilité limitée, alors que le gouvernement et la majeure partie de l'opinion publique estimaient que sa responsabilité était presque totale, puisqu'il était propriétaire. Mais Adam Air refuse de financer l'opération, ce qui marque le début de négociations interminables. Pour Franz Winas, ce n'est pas une bonne nouvelle. À moins que quelqu'un n'avance l'argent pour fouiller les fonds marins, le mystère du vol 574 ne sera jamais élucidé. Le coup est rude également pour les proches des victimes. Les familles voulaient évidemment savoir ce qui était arrivé à leurs proches. Elles voulaient que le gouvernement et la compagnie s'associent pour remonter les enregistreurs. L'enquête est dans l'impasse et le mécontentement du grand public ne fait qu'augmenter. Les gens critiquaient de plus en plus Adam Air et sa direction. Puis, après 7 mois de négociations, c'est une bonne nouvelle. Merci. Adam Air accepte de financer une partie du renflouage. Phoenix International, une société américaine spécialisée dans les opérations à grande profondeur, commence à intervenir le 24 août. Mais le temps perdu a de graves conséquences. L'emplacement de l'épave a été établi approximativement, mais les balises des boîtes noires se sont tues. Sans les boîtes noires, l'accident resterait un mystère. Et sans les balises, trouver les enregistreurs s'annonce comme un défi de taille. Qui plus est, Adam Air n'a avancé de l'argent que pour une semaine de recherche. Si on ne trouvait rien en 7 jours, c'était fichu. Après avoir localisé des débris à l'aide d'un sonar, un sous-marin téléopéré est envoyé à la recherche des boîtes noires. Les enquêteurs découvrent alors l'épave. Cet avion est en miettes. L'état de l'avion illustre la violence du choc.
Les petits fragments d'épave ne nous apprenaient rien quant à la raison de l'accident. Mais ils indiquaient que le Boeing avait heurté l'eau à très grande vitesse. Je n'avais jamais vu un avion disloqué à ce point. 2 jours plus tard, Clint Cruikshanks repère quelque chose. Stop, tournez de 5 degrés. J'ai remarqué sur la gauche de l'écran quelque chose qui semblait orange. Et j'ai demandé à l'opérateur du robot de s'approcher. Bingo, c'est lui. Bon. On a compris qu'il s'agissait de l'enregistreur de paramètres. C'est une découverte capitale. Beau travail, Joe. Remonte-le. On était très contents d'avoir vu et récupéré une des boîtes. Non loin, il découvre l'enregistreur phonique. Stop, le voilà. À la fin de la semaine, l'opération de renflouage est terminée. Les enquêteurs espèrent avoir toutes les preuves dont ils ont besoin pour déterminer les causes du drame. Les boîtes noires étaient les seuls indices à notre disposition. On n'avait ni épave, ni témoin. Mais les enregistreurs ont reposé au fond de la mer pendant près de 8 mois. Peut-être sont-ils trop endommagés pour être exploitables. Peut-être ne fourniront-ils aucun renseignement. Les 2 boîtes noires sont envoyées à Washington. Le laboratoire du NTSB étant, selon les enquêteurs, le plus à même de récupérer d'éventuelles données. Si un enregistreur de paramètres est découvert dans l'eau de mer, il faut le nettoyer à l'eau douce et le stocker dans cette eau le temps qu'il arrive au laboratoire. Le sel et l'air provoquent une réaction chimique qui forme une couche de rouille susceptible d'endommager les composants électroniques des enregistreurs. En les maintenant dans l'eau douce, on retarde leur corrosion. L'importance de ces données dépend des circonstances de l'accident. Si on récupère des morceaux d'épave à analyser, on n'a pas forcément besoin des enregistreurs. Mais dans ce cas précis, où l'épave allait rester au fond de l'eau, il était essentiel de récupérer ces renseignements. Franz Winas arrive lui aussi aux États-Unis. Les enregistreurs qui avaient été récupérés au fond de la mer étaient endommagés à 50 ou 60%. On a cru que la récupération des données poserait problème, mais ces enregistreurs étaient en fait moins abîmés que certains sur lesquels on avait travaillé. Donc on estimait qu'il y avait de bonnes chances de récupérer les données si elles avaient été enregistrées. Minutieusement, les techniciens essaient d'extraire les précieux renseignements. Cette équipe est internationale. La TSB, le BEA australien, a été contacté pour apporter son aide. Il entretient d'excellentes relations avec son homologue américain et un de nos spécialistes des enregistreurs est donc allé aux États-Unis pour travailler avec le NTSB. Les composants électroniques qui contiennent les données sont soigneusement retirés et séchés. Ce qui nous inquiétait, c'était que le livret d'entretien indiquait que l'enregistreur de paramètres avait été inopérant au cours des semaines qui avaient précédé l'accident. Ça nous inquiétait parce que la boîte noire qu'on avait remontée n'avait peut-être rien enregistré. Les enquêteurs croisent donc les doigts. On a tout. Tout y est. Quand j'ai su qu'on avait récupéré 100% des données, j'étais sûr qu'on établirait la raison de l'accident.
Les deux boîtes noires fournissent aux enquêteurs les premiers indices expliquant pourquoi le vol 574 est tombé comme une pierre. Bonjour, départ, Adam 574. Passons au niveau de vol 220, montons au 330. Adam 574, direct Diola. Vous confirmez direct Diola, Adam 574. Les conversations dans le poste de pilotage indiquent que les pilotes savaient que le système de navigation les faisait dévier de leur route. L'IRS 28 de différence. Il dérive. Et qu'ils s'efforçaient de résoudre le problème. Quel bazar. Où va Adam Air? Mon Dieu, vers le nord. Adam 574, Mapney 350, direct Diola. Vous confirmez 350 direct Diola, Adam 574. Pour aller d'un point de cheminement à un autre, le calculateur de vol a besoin de connaître en permanence la position exacte de l'avion. Ce renseignement lui est fourni par l'IRS, la centrale à inertie. Elle surveille tous les ajustements de route pour calculer la position exacte de l'avion, information qu'elle transmet ensuite au pilote automatique. Le pilote automatique a besoin de savoir où se trouve l'avion et où il va. Il tire ses renseignements de l'IRS, qui lui communique la hauteur, le cap et la vitesse. Mais pour que cet appareil puisse connaître le cap de l'avion, il doit savoir d'où ce dernier est parti. L'IRS doit donc être réglé avant le décollage. Habituellement, l'équipage entre les coordonnées de la porte d'embarquement comme point de départ du calcul de l'ordinateur. Les enquêteurs se demandent si l'IRS a fait dévier l'avion de sa route, parce qu'on lui a donné de mauvaises coordonnées de départ. On vient de recevoir ceci. Pour le vérifier, ils examinent les données de l'enregistreur de paramètres. Les chiffres entrés à terre étaient bons. Oui. L'IRS a été réglé correctement avant le décollage du vol 574. Ça commence bien là. Mais pour une raison inconnue, l'IRS fait dévier l'avion presque dès le décollage. Et ça ne fait qu'empirer. J'aimerais vous montrer les livrets d'entretien. Les deux hommes se penchent sur l'historique de maintenance de l'IRS. Il y a plus d'une centaine de remarques. Regardez ça. Même élément. Même problème. Exact. De nombreuses plaintes ont concerné le système de navigation au cours des 3 mois précédents. Encore et encore. Les enquêteurs se demandent alors pourquoi la compagnie n'a pas réglé le problème. Dans le cas de cet avion, l'IRS aurait dû être retiré et envoyé à la maintenance pour réglage ou réparation. Mais les enquêteurs découvrent que lorsque les pilotes se sont plaints du mauvais fonctionnement de l'IRS, la compagnie n'y a pas remédié correctement. Cet appareil a été soit échangé contre celui d'un autre avion, soit nettoyé sommairement et réinstallé. Les agents de maintenance l'ont simplement débranché et nettoyé avant de le remettre en place. Ensuite, ils ont fait quelques essais au sol qui se sont bien passés, comme l'indique le livret d'entretien. L'IRS étant un composant capital, s'en occuper de cette manière constitue une violation de tous les règlements. Les enquêteurs réécoutent l'enregistreur phonique pour essayer de découvrir quel rôle l'IRS a joué lors du drame. C'est fou! On va se perdre si ça continue. Ne vire pas, c'est notre cap. Redresse. Redresse. Mais rien n'indique que le fonctionnement défectueux de l'IRS est à lui seul responsable de l'accident. Un seul appareil défectueux ne doit pas provoquer un accident.
Les enquêteurs se demandent alors si le violent orage que l'avion a essuyé a contribué à l'accident. Quel bazar! Quel bazar! On commence à voler n'importe comment. Confirme notre position. Les mauvaises conditions climatiques provoquent des accidents. Elles peuvent occasionner des dégâts terribles et désorienter les pilotes. Ainsi, en 1977, un DC-9 de Southern Airways a traversé un violent orage près de New Hope, en Géorgie. Le moteur gauche s'est arrêté. La grêle s'est accumulée dans les moteurs qui ont fini par céder. Notre deuxième moteur s'arrête. Position de sécurité. L'avion s'abat sur la petite ville de New Hope. On dénombre 72 victimes. Pour savoir si le mauvais temps a joué un rôle similaire dans l'accident du vol 574, les enquêteurs doivent se faire une idée plus précise de ce qui s'est passé. Ils veulent savoir tout ce que les pilotes ont fait et dit du moment où ils ont constaté qu'ils déviaient de leur route jusqu'à celui de l'accident. Pour ce faire, ils combinent les données des deux boîtes noires afin de créer une simulation informatique du vol. Ça nous a permis de nous approcher au plus près de ce qui était arrivé à l'avion. De retour à Jakarta, les enquêteurs étudient la simulation. Mike Kilo Sierra, c'est pas bon. C'est fou! On va se perdre si ça continue. Les enquêteurs constatent que pendant l'essentiel du vol, c'est l'ordinateur qui a piloté. Mais comme ce dernier faisait dévier l'avion de sa route, le commandant Refri Widodo a décidé de prendre les commandes. Mets l'IRS sur attitude. L'OPL Yoga Susanto met le système de navigation sur un mode qui va faire voler l'avion tout droit et en palier. Le commandant de bord peut alors modifier sa route. Et c'est là qu'il passe de navigation sur attitude. Passer d'un mode à l'autre coupe momentanément quelques afficheurs électroniques le temps qu'il redémarre. Parmi eux, l'indicateur directeur d'assiette appelé horizon artificiel, qui signale à l'équipage si l'avion vole les ailes à plat. Il s'éteint et ne se rallume pas. Mais ce changement de mode a une conséquence encore plus grave. C'est là que l'avion commence à s'incliner. Le pilote automatique s'est débranché quand l'équipage a choisi de passer du mode navigation au mode attitude. Ensuite, l'avion a commencé, de manière presque imperceptible, à basculer sur sa droite à raison d'environ 1 degré par seconde. Le commandant a oublié une étape capitale en changeant de mode. L'index des procédures, s'il vous plaît. Il aurait dû voler tout droit et en palier, le temps que l'ordinateur prenne en compte le nouveau réglage. Maintenez un vol rectiligne et stabilisé à vitesse constante jusqu'à ce que le mode attitude soit effectif. Approximativement 30 secondes. C'est dans le manuel. Tout pilote entraîné et qualifié sur Boeing 737-400 est considéré comme ayant une connaissance suffisante. Il doit donc savoir qu'en passant le bouton de navigation sur attitude, il faut maintenir les ailes de l'avion à plat pendant 30 secondes. Mais aucun des pilotes ne l'a fait. Cet oubli va se payer au prix fort. En effet, il a pour conséquence un arrêt complet du pilote automatique. Le calculateur de vol déclenche alors une alarme, mais les deux hommes n'en tiennent aucun compte. Et apparemment, ils ne remarquent pas que le pilote automatique est débranché. En quelques secondes, ce problème devient dramatique. Car les données indiquent que cet avion avait une tendance naturelle à prendre du roulis à droite. Comme les vieilles voitures, les vieux avions ne vont pas toujours en ligne droite. Pendant le début du vol, le pilote automatique avait corrigé cette tendance en relevant l'aileron de l'aile gauche.
L'aileron est une surface mobile située sur l'aile qui permet de gérer l'ampleur du roulis à droite et à gauche. Mais une fois débranché, le pilote automatique a cessé de corriger et l'aileron s'est remis en position neutre. L'avion a donc de nouveau eu tendance à s'incliner à droite. Ils ne l'ont même pas remarqué. Dès lors, l'avion bascule sur le côté à raison d'1 degré par seconde. Concentré sur le problème du système de navigation et au milieu de nuages qui masquent complètement l'horizon, les pilotes ne se rendent pas compte que leur avion s'incline. Ce type de désorientation n'a rien de rare. Votre organisme se met à vous jouer des tours. Vos sens vous envoient des renseignements erronés, des sensations fausses. Vous avez l'impression de voler tout droit et les ailes à plat, alors que vous vous inclinez doucement sur un côté. Le 737 est programmé pour déclencher une alarme quand le roulis excède les 35 degrés. Inclinaison, inclinaison, inclinaison. D'après l'enregistreur de paramètres, le commandant a alors tenté de mettre les ailes à plat. Une alerte vocale annonce « inclinaison, inclinaison ». À ce moment-là, les deux hommes ont un peu repris les commandes. Mais ils ne se sont pas remis à piloter. Persuadé que le pilote automatique maintient les ailes à plat, le commandant s'intéresse de nouveau au problème de l'IRS. Quand les pilotes se focalisent sur la panne de l'IRS, l'attention qu'ils portent à leurs autres tâches se réduit. À partir de là, les anomalies de l'IRS deviennent la seule et unique priorité du moment. Généralement, un homme s'occupe du problème pendant que l'autre s'occupe de l'avion. Mais là, les deux essayaient de régler le problème. Ils étaient même tellement absorbés qu'ils n'ont jamais remarqué ce qui se passait. C'est notre cap. Redresse! Redresse! Et les enquêteurs constatent que lorsque Refri Widodo prend les commandes, il ne fait qu'aggraver la situation. Alors que le 737 était fortement incliné sur sa droite, le commandant aurait dû mettre les ailes à plat avant de redresser le nez, mais il a fait le contraire. Il a tiré sur son manche avant de remettre les ailes à plat, ce qui a lancé le 737 dans un plongeon en spirale. En gros, l'avion s'est incliné au point de se retrouver presque sur le dos. Et là, il est pour ainsi dire tombé du ciel. Il ne volait plus comme il aurait dû le faire. L'avion a piqué à près de 900 km/h et sa vitesse verticale a parfois dépassé les 21 000 pieds minutes, soit 385 km/h. C'est presque la vitesse du son et près de 150 km/h au-delà de celle qu'un 737 est capable de supporter. C'est vraiment trop rapide. Ils ne peuvent plus redresser. À une telle vitesse, l'intégrité de l'avion est compromise. Vous entendez? C'est le bruit de la dislocation. Les boîtes noires ont permis de découvrir comment le vol 574 s'est écrasé. Mais elles soulèvent des questions cruciales. Les erreurs se sont enchaînées. Les pilotes ont eu amplement la possibilité et le temps de rectifier cette situation. Les enquêteurs parviennent à une conclusion inquiétante. Le seul problème technique se situait au niveau du système de navigation, qui à lui seul n'a pas conduit à l'accident. Les défaillances les plus graves ont été celles des pilotes. Mets l'IRS sur attitude. Mais comment des pilotes qualifiés ont-ils pu commettre des erreurs aussi désastreuses? Ne vire pas, c'est notre cap. Pour le savoir, les enquêteurs s'intéressent à la compagnie aérienne. Ce travail va jeter le discrédit sur l'ensemble du secteur du transport aérien indonésien.
Une fois les actions des pilotes clairement établies, les enquêteurs s'intéressent donc à l'employeur, Adam Air. Ils rencontrent la direction. Adam Air a été créé en 2002 par une femme d'affaires richissime, Sandra Hang. La compagnie a hérité du nom de son fils, qui en est également le président. Nous voulons en savoir plus sur la formation dispensée. Les enquêteurs interrogent des pilotes de la compagnie. La compagnie a-t-elle fourni des formations sur les procédures de rétablissement en cas de défaillance de l'IRS? Non. Ils veulent savoir comment les équipages ont été formés. En matière de technique de rétablissement, de résolution des problèmes d'IRS? Non. Ce qu'ils découvrent est alarmant. On n'a trouvé aucune preuve indiquant que les pilotes étaient correctement formés pour faire face à un arrêt soudain du pilote automatique ou à une défaillance de l'IRS. Merci de m'avoir accordé de votre temps, messieurs. En creusant la question, les enquêteurs découvrent que les problèmes de sûreté sont légion. 11 mois avant le drame, en février 2006, un autre appareil d'Adam Air, le vol 782, a dévié de sa route de la même façon que le 574. Ces pilotes recevaient eux aussi des informations erronées, mais en plus, ils n'arrivaient pas à joindre les aiguilleurs du ciel. Dans l'impossibilité d'obtenir des directions, ils ont été complètement perdus pendant 3 heures. Les pilotes essayaient de savoir où ils se trouvaient. Les contrôleurs aériens les cherchaient. Et ils étaient au-dessus de l'eau. Tout comme le vol 574, celui-ci a été victime d'un IRS défectueux. Finalement, l'avion s'est posé à environ 500 km au sud de sa destination. Ils ont volé jusqu'à ce qu'ils trouvent une île avec un aéroport. Et ils se sont dit, il faut se poser, sinon on ne sait pas où on va aller. Ils ignoraient où ils étaient jusqu'au moment d'atterrir. 6 mois après le drame, la Commission européenne interdit de vol toutes les compagnies indonésiennes dans l'Union. Ça a été un message très fort adressé au monde entier. L'Union européenne partait du principe que toutes les compagnies indonésiennes étaient peu sûres et qu'il valait mieux les éviter. En mars 2008, Adam Air est victime d'un nouvel incident. Cette fois, c'est dans la ville de Batam. L'avion a glissé hors de la piste et s'est arrêté. Mais c'est l'évacuation qui a été un peu bizarre. Les toboggans ne se sont pas déployés. Ça a été le dernier accident. Après, les gens ont dit « trop, c'est trop ». Les gens qui voulaient réorganiser le secteur aérien de fond en comble, le réformer et l'améliorer, ont été horrifiés de constater que non seulement la situation était catastrophique chez Adam Air, mais aussi que les autorités avaient permis qu'elle puisse se perpétuer et se dégrader. Juste après l'incident de Batam, le gouvernement indonésien suspend puis finalement retire sa licence à Adam Air. Mais apparemment, cette compagnie n'est pas la seule dans ce pays à avoir des problèmes de ce genre. Avant ce drame, il se produisait un accident grave tous les 12 à 18 mois dans le pays. Dans un bon nombre de cas, ils impliquaient des compagnies à bas coût autorisées à voler par le gouvernement. Il en existait plus d'une 50aine au moment du drame du vol 574. Le problème, c'est que l'essor de ces compagnies a eu lieu sans être correctement encadré et réglementé par le gouvernement. Des milliers de gens ont été embauchés par ces transporteurs alors qu'ils n'avaient pas assez d'expérience et qu'ils n'avaient pas été formés correctement. C'est ce que le rapport d'enquête sur l'accident du vol 574 a démontré. Ce bilan de sécurité médiocre oblige le gouvernement à intervenir pour améliorer la sûreté. Il note les compagnies en fonction de leur bilan et cloue au sol celles qui dérogent aux normes. Depuis cette réforme, il y a moins d'accidents mortels dans le pays. Mais 1 an et demi après l'entrée en vigueur de ces modifications,
l'interdiction de l'Union européenne frappant les compagnies indonésiennes était toujours d'actualité. Les spécialistes de l'aviation pensent que la réforme pourrait aller plus loin. Il ne doit plus y avoir d'Adam Air, de compagnies qui cassent trop les prix et multiplient les risques pour le public. Parce que ce n'est pas ça que le grand public mérite. Il a droit à un moyen de transport aérien fiable et sûr.